Le collège-lycée Morvan est né il y a plus de 60 ans. En septembre 55, c'était notre première rentrée. Avec quelques élèves, à la demande de parents d'élèves sourds qui n'avaient pas de structure pour leurs enfants. Madame et Mademoiselle Morvan, Marie Morvan et Francine Morvan, toutes les deux enseignantes, avaient des élèves sourds dans leur classe, en inclusion. Et fort de cette expérience de l'inclusion, en analysant leur situation et en relevant les manques de ce dispositif-là d'accueil des sourds, ont décidé donc de créer cette école qui aujourd'hui accueille 130 élèves sourds, malentendants et à troubles spécifiques du langage depuis une dizaine d'années. On a ouvert depuis un peu plus d'une dizaine d'années, parce que c'est vrai que la politique inclusive oriente de nombreux élèves sourds en ordinaire, et donc de moins en moins d'élèves s'inscrivent dans notre établissement, mais nombreux sont ceux qui ont besoin d'un dispositif avec comme adaptation, puisqu'on est un établissement adapté à ce public-là, avec comme adaptation première les petits effectifs. Donc on a ouvert effectivement aux troubles spécifiques du langage. Sans ce public nouveau pour nous, l'établissement peut-être risqué de fermer. Alors on a un dispositif par niveau de classe, avec une classe pour les élèves sourds et malentendants et une classe pour les élèves dits à troubles spécifiques du langage ou à troubles des apprentissages aussi. Ça dénote une difficulté à écrire, une difficulté à être dans la double tâche, une difficulté à s'exprimer oralement. On parle de dyslexie, de dysgraphie, de dysphasie, de dyscalculie. Et finalement, cette mixité d'élèves entendants et d'élèves sourds est plutôt positive dans l'ensemble. On les retrouve, ces élèves-là, dans plusieurs activités différentes, que ce soit le sport, que ce soit des sorties extérieures. Ils sont ensemble, et c'est ça l'intérêt aussi d'avoir des élèves sourds et entendants. Les entendants peuvent apprendre la LSF, et c'est apprendre à appréhender leurs différences d'une autre façon. Au départ, Marie et Francine Morvan, quand elles ont créé cet établissement, la LSF était prohibée, mais partout, en fait, dans tous les établissements. Et puis, Aude de Saint-Loup, qui a pris la direction à la suite de ces dames, a vu, en 1999, a vu, à partir de 2005, et la loi d'égalité des chances, a vu la LSF reconnue comme une langue à part entière, et puis au fur et à mesure, la LSF a été introduite dans l'établissement. L'enseignement n'est pas bilingue parce qu'on a des classes à petit effectif, et que sur une classe de 12 élèves, les 12 élèves sourds n'ont pas un niveau de surdité identique, ce sont des profils complètement différents. Il y en a qui s'appuient, c'est vrai, sur la LSF, mais ce n'est pas la majorité de la classe. On va avoir une autre minorité qui a besoin du LPC, le langage parlé complété, parce qu'ils sont entrés dans la langue par ce langage-là. Il y en a d'autres qui vont essentiellement s'appuyer sur la lecture labiale, une majorité. Il y en a qui sont appareillés, il y en a qui sont implantés. Bref, on a 12 élèves sourds presque différents. On ne fait pas le choix, ce n'est pas un choix linguistique, c'est un choix pédagogique. En revanche, il est vraiment essentiel que les enseignants de notre établissement puissent maîtriser cette langue. La difficulté pour nous, c'est que ce n'est pas pris en charge financièrement par l'éducation nationale. Certains profs même se payent ces formations et sans être remboursés, c'est extrêmement cher. Enfin, la volonté de l'établissement, c'est bien qu'on aille vers ça, vers ces formations-là et vers la maîtrise de la LSF. Le projet de l'inclusion est tout à fait intéressant, mais selon moi, il doit être pensé un peu au cas par cas. On a un certain nombre d'élèves qui reviennent d'inclusion, un peu abîmés, parce que pour certains stigmatisés, et encore une fois je dis pour certains parce que c'est vraiment du cas par cas, le fait qu'ils reviennent dans un établissement, enfin qu'ils viennent dans cet établissement adapté, ça leur permet, parmi leurs pairs, de construire un peu leur identité d'élèves sourds. L'adaptation, c'est trouver la stratégie de contournement pour arriver au même endroit. On prend peut-être plus de temps, et alors l'objectif étant finalement de réussir, et on a des exemples de post-bac ou d'orientation qui réussissent très très bien. Nos élèves passent les mêmes examens, les résultats sont très positifs, on est autour de 90% de réussite. Donc la première adaptation, c'est effectivement les petits effectifs. Notre projet, c'est le travail pour plus d'autonomie. On ne peut pas
ni avoir d'interprète, ni avoir de LPC, ni avoir d'AESH, parce que sinon on multiplie les intervenants. Et les profs, certains signent. On a un certain nombre de profs qui pratiquent la LSF et qui, pour certains élèves, s'adressent à eux en signe. Certains utilisent quelques signes. On utilise des supports écrits, du visuel. Voilà, on adapte à ce public. Il y a aussi, pour les troubles spécifiques du langage, pour certains élèves, des codes couleurs. Pour d'autres, la possibilité d'utiliser leur ordinateur, parce que ça fait partie des aménagements validés par la MDPH et tout un dispositif qui suit. On passe le cycle bac en 4 ans, enfin en 3 ans, c'est-à-dire première, pré-terminale et terminale. Parce que c'est vrai que c'est un dispositif qui est mis en place depuis des années dans l'établissement et qui permet à ce public-là, qui, face aux apprentissages, une certaine fatigabilité pour la plupart, ont besoin de plus de temps. Et c'est ce plus de temps-là qui est concrétisé par une année supplémentaire. C'est vrai que c'est des élèves qui, face à la langue, souvent sont en difficulté. Et quand on passe un bac de français avec un certain nombre de textes exigeants, avec des apprentissages rigoureux, avec des enseignements de spécialité comme l'humanité, littérature, philosophie qui sont vraiment pas évidents d'abord pour ces élèves-là, c'est un temps supplémentaire. Le tempo que nous, on met en place dans l'établissement, c'est le tempo de l'élève et pas un tempo un peu à tel âge, on est à ce niveau de classe, et on continue, mais avec un bagage un peu fragile. On suit les programmes nationaux et ils passent les mêmes épreuves, c'est juste avec des adaptations. Donc, globalement, pour les élèves sourds, on va attribuer un lexique, on va reformuler les consignes, on va donner un tiers-temps. Pour les élèves à troubles spécifiques du langage, certains vont pouvoir utiliser leur ordinateur lors des épreuves. D'autres auront des formats A3. Il y a aussi ce qui fait partie des aménagements dont ils ont droit, particulièrement pour ceux qui ont un trouble spécifique du langage, c'est avoir recours à un secrétaire. Pour ceux qui ne prennent pas de notes ou qui ne rédigent ni sur ordinateur, ni ne peuvent rédiger à la main. Donc il y a une personne qui, à la dictée de l'élève, prend les notes, rédige et rend l'évaluation. Tout ça, ça fait partie des aménagements qui officiellement sont validés par le SIEC, la maison des examens. Oui, les ateliers sont nombreux. Depuis quelques années, on a un artiste plasticien qui depuis 3-4 ans, initie des projets grand format, pluridisciplinaires, du collège au lycée. Et notre établissement aujourd'hui, et merci à lui, est une exposition permanente. Des ateliers cinéma, un atelier djembé, des sorties régulières, 4 partenariats très importants au théâtre. On a un jumelage avec la Comédie Française, un partenariat avec les Champs-Élysées. Et on vient, juste avant les vacances, de suivre un opéra participatif au Théâtre des Champs-Élysées qui a été une expérience assez extraordinaire. Oui, donc des ateliers pleins, enthousiasmants et enrichissants. Et là, les sourds et les entendants se mélangent. Là, on retrouve la richesse de cette mixité. Et puis, pour terminer, un bel exemple, à la clôture des JO paralympiques, accompagnés par notre prof de sport et la responsable de l'atelier hip-hop, ils ont fait partie de la chorégraphie, accompagnée du chorégraphe Sadek. Alors, les étapes, un peu pour l'inscription, mais c'est de me contacter. La première étape, c'est un rendez-vous avec les parents et le jeune en même temps, dès le premier contact. Ensuite, les portes ouvertes quand il nous est possible de les faire, de les tenir. Les tests d'entrée. Entre-temps, pour certains élèves, la nécessité pour eux de prendre connaissance de l'établissement, des classes, une possibilité de faire des journées d'observation, une demi-journée, une journée, 2 jours. C'est encore une fois au cas par cas pour les journées d'observation. Ça ne concerne pas tous les élèves, mais parfois, ça répond à un besoin.